Salut la gang, ici votre animateur Big G avec son émission La Voix du Nord. On est en direct à l'Escale pour la soirée Je vote. Suivez-nous. Alors bonjour, mon nom est Kenny Thomas, je suis intervenant coordonnateur en fait au Centre des jeunes l'Escale depuis 2 ans et demi. Ça fait 15 ans que je suis actif dans le milieu de Montréal-Nord, que je suis un intervenant jeunesse auprès de jeunes de 15 à 25 ans. Donc on est ici ce soir au Parc Saint-Laurent où se situe le Centre des jeunes l'Escale pour la soirée Je vote, qui est une soirée d'information et une soirée d'échange avec les élus municipaux ainsi que les candidats à la mairie puisqu'il va y avoir des élections le 5 novembre prochain. Alors ce soir, on a décidé d'organiser une soirée où est-ce que les jeunes peuvent poser leurs questions aux candidats, où est-ce qu'ils peuvent s'informer des différentes plateformes électorales et où est-ce que les jeunes peuvent échanger par rapport à leur réalité, par rapport à leurs préoccupations concernant leur milieu qui est Montréal. Bonjour, mon nom est Oda Sassi, je suis co-directrice du Centre des jeunes l'Escale depuis bientôt 2 ans. Donc l'Escale est un organisme communautaire qui a été créé en 1979 et dont la mission est d'accompagner des jeunes de Montréal-Nord qui sont âgés entre 15 et 25 ans à travers différents projets structurants pour les aider à devenir des citoyens responsables et engagés dans leur communauté. Donc les axes d'intervention de l'Escale, c'est principalement 4 thématiques. Donc on travaille premièrement la persévérance et la réussite scolaire. Donc nous avons des projets en collaboration avec les 3 écoles secondaires du quartier, Henri Bourassa, Calixte-la-Vallée et l'école Amos. Ensuite, on a un volet plus de pré-employabilité et d'entrepreneuriat dans lequel on aide les jeunes à se trouver un emploi et le maintenir. Donc, tout ce qui touche la rédaction de CV, comment se présenter à une entrevue. Donc, c'est des ateliers qu'on organise ici à l'Escale. Et puis, finalement, nous avons différents projets d'événements ponctuels qu'on organise avec la communauté, que ce soit avec les résidences des personnes âgées ou d'autres organismes jeunesse ou de famille. Donc, l'idée derrière ça, c'est vraiment que les jeunes puissent s'engager dans leur communauté, faire du bénévolat et donc se sentir utiles à la communauté nord-montréalaise. Merci. Allô, allô, c'est bon, c'est bon? Yes. OK, bonsoir, bienvenue à la soirée Je vote, édition 2017. Ouais!
Yes. OK, donc vous avez compris le concept. Je vous ai écœuré avec la pub toute la semaine et la semaine d'avant. Les candidats sont en réunion. Il va y avoir une période, je vous explique rapidement là. Ils vont présenter leur plateforme, leur programme, ce qu'ils veulent faire pour Montréal-Nord. Et ensuite, il va y avoir une période de questions. Et le but, justement, la raison pour laquelle je vous parle présentement, c'est que si vous avez des questions à leur poser, c'est vraiment libre. Donc, tout le monde peut leur poser des questions par rapport à n'importe quoi. Ça peut être par rapport aux installations dans les parcs, ça peut être par rapport au transport en commun, ça peut être par rapport au logement, ça peut être par rapport à ce que vous voulez. Il n'y a pas de questions qui sont impertinentes. Il faut juste être respectueux dans la manière dont la question est formulée. C'est bon? C'est tout ce que je vous demande. Sinon, toutes les questions sont bonnes. C'est good? Fait que, genre, pensez à ça, guys. Pensez à ça. Question. OK? C'est bon? Bonne soirée. Bienvenue à l'Étoile à tous. Donc, avant de passer la parole à Steve Fonseca, qui va être le modérateur de la soirée, j'aimerais juste prendre un petit moment pour remercier les candidats. Donc, merci de prendre le temps de venir nous partager votre vision de Montréal-Nord, mais surtout d'échanger avec la jeunesse de Montréal-Nord. Donc, vous savez, la soirée Je vote, elle s'inscrit complètement dans notre mission ici à l'Escale. Donc, on accompagne des jeunes, puis on veut favoriser leur implication citoyenne. Donc, aujourd'hui, c'est une façon de le faire à travers la sensibilisation à l'importance du vote, mais on le fait tout au long de l'année à travers toutes les opportunités de bénévolat. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Steve. Et très, très bonne soirée et de bons échanges. Merci. Donc, je me présente, Steve Fontaine, je vais être l'animateur du débat ce soir. Le déroulement va être chaque équipe va pouvoir présenter leur plateforme. Une personne par équipe va pouvoir parler une dizaine de minutes au début. Par la suite, on vous invite, vous le public, à venir poser des questions. Chaque équipe va pouvoir répondre, une personne par équipe va pouvoir répondre et l'ordre est tiré au sort à chaque question. Kenny va être notre maître de cérémonie pour les balles de ping-pong. Grand talent de ping-pong. C'est déjà fait, donc chaque partie, ils ont pigé une balle de ping-pong avec un numéro dessus. Je pense que quel numéro vous avez? Donc vous êtes numéro 1. Alors, bonsoir à tous. Je me présente Marie-Carmen Michel. Je suis tellement contente d'être ici. Je suis heureuse que l'Escale ait pu organiser, en fait, cette soirée-là pour les jeunes. C'est tellement important parce que la jeunesse, c'est le futur de demain, comme on dit. Alors, je vais parler un peu de moi. Je suis une maman de 3 enfants. Je vous dirais, j'ai une grande qui va avoir 20 ans, une deuxième qui va avoir 18 ans et la dernière va avoir 15 ans. Donc, j'ai l'impression d'être dans mon sous-sol un samedi soir parce que je sais c'est quoi recevoir des adolescents et des jeunes adultes. Alors, c'est une belle opportunité pour moi d'être ici ce soir. En fait, je suis une candidate indépendante, comme vous pouvez le constater. Pourquoi je me présente comme une candidate indépendante, en fait? Parce qu'une candidate indépendante est au service des citoyens et c'est mon cheval de bataille de représenter les citoyens. Donc, je n'ai aucune contrainte pour parler. Donc, je ne représente pas un parti au pouvoir, un parti d'opposition, en autant que c'est pour représenter les citoyens de Montréal-Nord. Alors, en fait, aussi comme candidate de minorité visible, je trouve que c'est important parce que Montréal-Nord, c'est un arrondissement multiculturel. Donc, pour un jeune, de voir qu'il y a un candidat ou un élu qui peut le représenter, même plus tard, il se dit « mais c'est possible, moi aussi, je vais y arriver ». Donc, c'est possible pour moi. Donc, ça donne aux jeunes, en fait, la possibilité non seulement de rêver, mais de penser qu'il y a beaucoup de possibilités. Donc, la raison pour laquelle aussi que je vais être candidate, c'est pas que je veux réinventer la roue à Montréal-Nord. Au contraire, il y a une grande roue, en fait, à l'entrée de Montréal-Nord, mais je veux l'améliorer. En quel sens que je veux l'améliorer? On regarde autour de nous, on a une belle ville à Montréal-Nord. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de le réaménagement, mais pour moi, c'est comme mettre un pansement sur un bobo qui ne veut jamais guérir parce qu'il y a de plus en plus de problèmes, d'enjeux sociaux au niveau, quand on parle au niveau communautaire, manque de logement à Montréal-Nord et aussi la jeunesse est très, très importante. On regarde autour de nous. Écoutez, j'ai rencontré un jeune
dernièrement qui a 17 ans. Il me dit, je suis en appartement, je travaille. Je me dis, il y a tellement d'organismes communautaires à Montréal-Nord. Je dis, comme candidate, je veux m'engager parce que je me dis, ce jeune-là, il est passé à côté de quelque chose parce qu'il est aux études, il travaille chez Bell Canada. La mairie de Montréal-Nord, Sacha Wilkie, Anastasia Marcelin, Stéphanie Casimir, on va tous avoir la chance de parler ce soir, mais avant de commencer dans les politiques, un peu vous dire qui je suis et pourquoi je suis ici aujourd'hui. Quand j'étais environ dans votre âge, après ma première année universitaire, je me suis demandé une question. En tant que minorité visible, je me suis demandé une question qui est un peu controverse. Je me suis demandé pourquoi que les minorités visibles comme moi sont au sous-sol de la société. C'est comme ça que je me sentais. Ma mère, à un moment donné, était sur le bien-être social, mon père aussi. Ils n'ont pas gradué de l'université, j'avais pas beaucoup d'argent. Et je me demande pourquoi que les jeunes qui ressemblent à moi, ils n'ont pas beaucoup de sous et on dirait qu'on est au sous-sol. Pourquoi? À l'université, durant mon premier bac, j'ai analysé l'éducation. L'éducation est le dénominateur commun dans virtuellement toutes les facettes de la société. Que ce soit la violence, que ce soit sécurité publique, que ce soit ta capacité d'avoir un niveau socio-économique plus élevé, ta capacité d'être mobile et fluide socio-économiquement pour monter, l'éducation était la base. Ensuite, j'ai fait un bac en éducation. Je suis un prof d'éducation physique. Ça se peut que vous allez me voir, espérément pas le 6, espérément je vais être la mère, mais si je ne suis pas la mère de Montréal-Nord, ça se peut que je suis ton prof d'éducation physique, who knows. Et géographie. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en éducation parce que quand j'étais enseignant, je me dis, il manque des ressources, il manque du support des enseignants. Au Québec, on est payé les enseignants le moins cher dans tout le Canada, donc on est surtravaillé et sous-payé. Il y a beaucoup de lacunes dans le système éducationnel. Là, je fais plus de recherches. Là, je me rends compte que les écoles privées, comme ici, à Montréal-Nord, Marie-Clarac reçoit 5 millions de dollars par année du gouvernement. Et là, je vais à Calixa-la-Vallée, pourquoi qu'ils n'ont pas de l'infrastructure sportive? Pourquoi qu'ils n'ont pas des programmes qui vont vraiment faire de l'aide aux devoirs? Pourquoi qu'ils n'ont pas de transport de l'école jusqu'à l'aréna? La classe moyenne, à mon avis, ne comprend pas vraiment les obstacles dont ils font face. Ça, c'est juste au niveau éducationnel. On peut parler économie, etc., etc. J'ai été traumatisé durant ma maîtrise. On m'a dit, les jeunes de la classe moyenne ou de la classe un peu plus bas reçoivent de l'information qui va te permettre d'avoir un emploi de la classe moyenne. Donc, si tu vas à, par exemple, Calixa-la-Vallée, l'autre côté de la rue, est-ce qu'il y a une école de sciences, technologie, la génie, la mathématique, la finance? Non. C'est une école d'hôtellerie. Parce que les jeunes qui n'ont pas beaucoup de sous, un peu plus bas en termes de niveau socio-économique, vont recevoir de l'information un peu plus basse. Donc, pour moi, je me suis dit, je veux utiliser l'éducation dans cette campagne-là, via les commissions scolaires. Il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est provincial. Lis l'article, l'acte d'éducation 207 et 209. Ça dit spécifiquement dans l'acte, pour finir, que les commissions scolaires ont beaucoup de pouvoir pour créer des programmes, avoir des objectifs qui sont en lien avec le ministère de l'Éducation. Donc, on peut avoir une éducation de qualité. On peut avoir de l'infrastructure sportive qui vous assiste à
peut avoir des DEP qui sont liés aux 5000 entreprises ici à Montréal-Nord, ou toutes les entreprises sur le boulevard industriel. On peut avoir un cursus flexible, agile, qui vous permettra d'être compétitif dans une économie du 21e siècle. Mais on a un gros challenge, c'est les politiques. Je ne suis pas politicien, on n'est pas des politiciens. Je vais vous dire la vérité. Donc cette vérité-là, c'est vrai. Il faut que vous dites à vos parents de voter pour des personnes qui ont des convictions fortes. Vous n'allez jamais me voir avec des notes parce que je n'ai pas besoin de notes. Ça vient d'ici et ça vient d'ici. Donc j'espère que vous vous présentez un jour en tant qu'élu, mais pas en tant que politicien, en tant qu'un citoyen engagé avec une expertise dans le domaine que vous choisirez. Mais être ici, ce n'est pas nécessairement des politiciens. On a un professeur ici, ce n'est pas un politicien. Christine a travaillé ici à Escale, ce n'est pas une politicienne. Tout le monde dans la salle ici, on a des vraies convictions. On veut vous assister, mais c'est à vous de choisir, à un moment donné, c'est qui que vous pensez qui va vraiment mettre leur main sur la table et dire « Oui, je veux me battre pour vous sans arrêt ». Et vous pouvez me croire, dernièrement, après le 5 novembre, je serai toujours ici, que je sois à la mairie ou non. Je vais arrêter là. Je vais passer le micro à Sacha Wilkie. Est-ce que vous avez un... Normalement, c'est une personne... OK, OK. Donc, si jamais vous avez des questions, parce que moi, j'ai une expertise en éducation, mais elle a une expertise aussi, et on a tous des expertises, donc on va tous pouvoir avoir la chance de vous expliquer un peu notre trajectoire et pourquoi qu'on est ici. Donc, alors, qui je suis? Je vais me présenter rapidement. Merci. Alors, j'ai, comme vous le savez, je viens de le dire, été 14 ans ici, comme directrice pendant 10 ans. Et au niveau de ma formation, j'ai des études autant au niveau social qu'au niveau gestion. Alors, j'ai terminé tout dernièrement mes études au niveau de la maîtrise avec en administration publique à l'ENAP. Et ceux qui m'ont croisé à l'Escale ont pu voir à quel point les études étaient omniprésentes dans ma vie parce qu'en réalité, j'ai toujours été à l'école. Donc, j'y allais à temps partiel, tranquillement, et au fur et à mesure que le temps avance, on finit par accumuler nos diplômes. Et aujourd'hui, à 36 ans, j'ai terminé ma maîtrise et j'en suis très fière. Alors, j'espère que ça va en encourager d'autres à continuer. C'est toujours quelque chose que j'ai prôné au niveau de la vie, finalement, avec les jeunes quand j'étais avec eux. Alors, pourquoi, comme mairesse, en fait, on peut faire énormément de changements, puis on peut faire des changements sur quoi? Alors, comme avec ce poste-là d'élu, on peut faire vraiment des choses. C'est comme si, pour moi, au moment où je suis devenue mairesse, les barrières que j'arrivais à l'Escale, quand j'étais ici, j'arrivais à un mur, si on peut dire ça comme ça, où je ne pouvais pas aller plus loin. Je ne pouvais pas aller plus loin pour aider les jeunes, pour aider la communauté de Montréal-Nord. Et en devenant mairesse, bien, c'est comme si ces murs-là, ces barrières-là ont tombé et que ça me donne maintenant beaucoup plus de possibilités justement pour aller plus loin. Je tiens à rappeler quand même nos responsabilités au niveau de l'arrondissement. Comme maire, on s'occupe entre autres de choses très normales du quotidien, hein, parce que la politique au niveau municipal, c'est le quotidien dans les gens. Alors, les poubelles, la neige, les permis, entre autres. Justement, quand on nettoie les parcs ici, ben c'est nos équipes qui viennent ici. Justement, payer les comptes, ça peut être justement tous les loisirs avec nos organismes communautaires qu'on soutient très bien. Alors ça, c'est notre travail au niveau de l'arrondissement. Alors, c'est quelque chose de très stimulant. Et moi, comme mairesse, mon travail, et au niveau des élus également qui se présentent avec moi puis qui sont élus, de toute façon, je veux dire, peu importe le candidat, les personnes qui sont élues, dans le fond, sont là pour surveiller, s'assurer que l'administration fait bien le travail au niveau des orientations et s'assure que tout soit fait. Alors, laissez-moi vous présenter rapidement mon équipe. Jean-Marc Poirier, à ma droite, qui est un homme d'affaires depuis très longues années à Montréal-Nord, qui a une bonne expérience, qui est également président de la Chambre de commerce de Montréal-Nord, mais aussi qui est actuellement président des Fourchettes de l'Espoir, qui est un organisme important à Montréal-Nord. Alors, Jean-Marc. À ma gauche, Abdelak Sari. Abdelak a été très impliqué au niveau de la Ville de Montréal, entre autres avec le service de police pour le projet de caméras portatives. Alors, c'est des projets sur lesquels il a travaillé, mais également
également enseignant à l'université. Également, Renée Chantal Bellinga, que certains connaissent peut-être déjà. Elle est vice-présidente de la commission scolaire, commissaire scolaire. Alors, c'est quelqu'un de très engagé, très actif dans le milieu. Et de toute façon, vous aurez l'occasion un peu plus tard de les rencontrer. Alors, certaines personnes me disent, alors Christine, après 1 an et demi, pourquoi continuer? Pourquoi continuer le travail? Alors, je vous dirais que parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Et dans la dernière année et demie, ça nous a donné le temps de justement placer les choses. J'ai été en compagnie de mon autre collègue qui est malheureusement pas là aujourd'hui, Chantal Rossi, qui malheureusement a eu un empêchement ce soir, mais elle vous salue d'ailleurs. Et avec elle et le reste de l'équipe, qui malheureusement, il y en a qui ne se représentent pas. On a des nouveaux candidats cette année. Ça nous a permis de placer les choses puis d'enligner les éléments. Parce que, vous savez, à Montréal-Nord, on a plusieurs défis, on a plusieurs enjeux. Les gens parlent souvent de Montréal-Nord de façon négative. Et là-dessus, ben nous, il faut travailler ensemble et serrer les coudes pour avancer. Alors, on a eu 3 grandes priorités depuis mon arrivée. Il y a eu les priorités jeunesse, en fait, qui a été mis en place. Ensuite, il y a eu priorité économie. Et ensuite, on a travaillé on a amorcé du travail au niveau de l'habitation. Au niveau de l'économie, on a fait un grand rendez-vous. Il y a une table qui s'est mise en place. Et par la suite, on va mettre une stratégie de développement économique, justement, pour pouvoir attirer nos entreprises, pour justement créer de l'emploi ici à Montréal-Nord. Au niveau de l'habitation, ben, on parle de choses simple, hein? Donc c'est travailler, c'est d'habiter dans une maison qui est salubre. Alors à ce niveau-là, nous, au niveau de l'arrondissement, on est limité, mais il y a des choses quand même qu'on peut faire. Entre autres, quand les gens ont des punaises dans la maison ou, par exemple, quand les logements ont de la moisissure, bien, nous, on peut justement intervenir avec nos inspecteurs pour justement amener les propriétaires à se mettre au pas et à organiser les appartements. Alors là-dessus, on a travaillé très fort. Je vais vous parler tantôt un peu plus de priorité jeunesse parce que j'imagine que ça vous intéresse un petit peu, là. Alors, je vais vous en parler davantage. Mais ensuite, dans nos autres priorités, parce qu'on en a 5 en tout, il y a également, on veut améliorer, bien, vous les avez en fait ici dans notre dépliant. Dans les grands projets que l'Escale, que l'arrondissement soutient pour l'Escale, c'est entre autres le projet ASPI et le projet Tapage qui a été nouvellement financé où justement on croit au potentiel des organismes pour faire en sorte justement de pouvoir vous aider à être mieux outillés, à pouvoir avancer dans votre processus, à pouvoir avoir votre plein potentiel finalement comme jeune. Alors sachez que pour nous, vous êtes très important et vous représentez près du tiers de la population de Montréal-Nord et on a aussi un autre tiers qui est notre population aînée. Alors voilà, donc ça nous fait vraiment plaisir d'être ici. Merci aux organisateurs, merci à tous les jeunes de participer fortement encore ce soir. Voilà. OK, bonjour. Bonjour, mon nom est Keribé Raphaël. J'habite à Montréal-Nord, évidemment. La question qui est... Ouais. La question que je me pose, c'est qu'à Montréal, il y a toujours un problème comme s'il y a toujours des constructions partout, puis ça fait beaucoup de trafic. Je me demande... Quels sont vos projets pour que vous puissiez améliorer, comme le fait qu'il y ait moins de construction, là, moins de sites de construction? Conseillère d'arrondissement district Marie-Clarac à Montréal. Pour répondre à ta question, tu as posé la question pourquoi il y a toute cette construction-là. C'est quelque chose qu'on ne peut pas passer outre parce qu'à Montréal, il y a des travaux qui n'ont pas été faits pendant des années. Et il faut y remédier là-dessus. Et c'est quelque chose qu'on fait quasiment à chaque année aussi, parce qu'à chaque année, à cause qu'il y a l'eau qui monte, il y a beaucoup de choses qui se font, fait qu'on est obligé de reconstruire. La chose qui arrive, c'est que est-ce qu'ils utilisent les bons matériaux pour la construction? C'est ça la question à se poser. Et ça, je n'ai aucune idée là-dessus. J'ai pris un cours qui a été très, très rapide pendant 3 heures de temps sur la construction. Et je ne peux pas commencer à débattre là-dessus. Je ne suis pas une experte. Mais la seule chose que je peux te dire, selon ce que je vois, et je pense que l'équipe sortant a fait du beau travail. Et ils sont en train de continuer à faire le travail. Mais nous, on va prendre la relève. Alors, mon nom c'est Abdelak Sari. Je me présente comme conseiller de ville au district Marie-Clarac. Je réponds à cette question peut-être de la même manière. Premièrement, il n'y avait pas beaucoup de choix.
pour répondre à Raphaël à cette question, on n'avait vraiment pas le choix au niveau de l'administration de Denis Coderre, au niveau de l'équipe de Denis Coderre. Et je peux vous dire, moi, je vous réponds en étant aussi à l'intérieur. Moi, je travaillais à la ville de Montréal depuis 2012. Et en étant à l'intérieur de la ville, je vis aussi que cette administration, quand elle est arrivée sur place, elle a trouvé qu'il y avait vraiment un historique qui était quand même assez lourd à prendre, entre autres, qu'il y avait beaucoup de travaux qui ont été délaissés, qu'il y avait beaucoup de choses qu'il fallait faire, puis qu'on n'a pas vraiment mis en place et on n'a pas amorcé. Ce qui a été fait, cependant, et pour continuer sur l'interrogation de la candidate à Marie Clarac, cette interrogation est très, très pertinente parce que l'administration Coderre, ce qu'elle a mis en place, c'est des projets et de la réparation en profondeur. Vraiment, ce sont vraiment des réparations qui vont aller à long terme. Et je peux vous dire une chose, oui, certes, il y a des cônes oranges partout, et je peux vous garantir que d'ici 4 ans, ça serait une monnaie rare. C'est tout ce que je peux te dire. OK. Moi, mon nom, c'est trop fort. OK, c'est bon. Ah, OK, c'est bon. Oh, voilà. T'avais juste qu'à le demander. Moi, mais... On aurait pu baisser le micro. Ah, OK. Moi, c'est Christina Freeman, dans le fond. Puis ma question, c'est que vous n'avez pas encore parlé de ce que vous vouliez faire pour protéger l'environnement, genre, vu que vous disiez que vous voulez que, comme, nous les jeunes, on est l'avenir, mais comme je voudrais que, comme, mes enfants vivent dans un environnement, comme, sain, c'est ça. Outremont, Montréal-Nord, c'est un des plus beaux arrondissements. Et j'aimerais que les médias et les gens qui parlent de Montréal-Nord viennent juste voir l'environnement naturel de Montréal-Nord, que ce soit la rivière, les parcs. Et là, l'environnement, on veut la sauver. Une des choses que Projet Montréal a proposé, c'est la ligne rose. La ligne rose qui va aller de Montréal-Nord jusqu'au centre-ville et aller jusqu'à la Chine. Et quand on prend les voitures et on les enlève de la route et on a un transport en commun qui permet l'intermobilité entre les citoyens, ça peut diminuer les gaz à effet de serre et en sorte qu'on peut prendre un pas vers sauver l'environnement. Mais sauver l'environnement, c'est un processus. Il n'y a pas une seule solution. Vous, en tant que citoyen et citoyenne, que ce soit simplement le recyclage, le compostage, il y a des choses, utiliser des sacs de plastique. Le gouvernement municipal, on peut avoir les meilleures politiques que ce soit, mais les citoyens et citoyennes doivent aussi s'entreprendre et contribuer collectivement à sauver l'environnement. Dans le district de Ville-Clermont, donc vraiment à l'est de Montréal-Nord. Je vous remercie, chers jeunes, d'être ici. Si vous prenez un moment de votre temps pour participer à un exercice important pour la démocratie, venir entendre entendre les plateformes des différents candidats au poste de maire, de conseiller. Et c'est très important pour vous de vous faire une idée et à moyen terme également d'exercer votre droit de vote parce qu'on a tous une responsabilité. Quand vous parlez d'environnement, effectivement, c'est une responsabilité partagée que nous devons avoir. Votre préoccupation est tout à fait justifiée et c'est effectivement un besoin que nous devons avoir comme élus, comme adultes, d'avoir une vision à long terme, une vision transversale et constructive. Ce que je pourrais vous dire, c'est que dans notre plateforme électorale, il y a plusieurs enjeux qui touchent effectivement l'environnement. Et je pourrais vous dire que de façon locale, c'est une préoccupation que la mairesse de l'arrondissement, les élus en place ont déjà et continuent de travailler avec beaucoup d'engagement avec la fentanyl ou toute autre drogue de ce type ravage les jeunes. Donc, est-ce que vous avez essayé de régler le problème par le biais des centres de jeunesse en leur accordant, par exemple, plus de budget ou plus de ressources à leur disposition?
Est-ce que c'est correct? Il faut investir, il faut du financement parce que c'est utopique de penser que ça va aller en régressant. On aimerait ça, mais de plus en plus, les jeunes, ils essaient de toutes sortes de nouveautés. Mais je vous dirais que l'éducation débute à la maison. Comme parents, on doit débuter à faire l'éducation de nos jeunes, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc, avoir du financement pour les centres qui vont être capables d'approcher les familles. C'est important d'accompagner les parents qui souvent sont dépourvus. Déjà, il faut admettre que notre jeune a un problème. Souvent, le parent ne peut pas le faire. Donc, ces centres-là, ils sont là. Ils ont besoin de ressources. Je suis tout à fait d'accord avec votre question. Ils ont besoin de financement. Il faut investir là-dedans pour accompagner ces familles-là, ces jeunes-là. Et puis, on parle de centre d'injection. C'est une très bonne idée parce que c'est encadré. Est-ce que souvent les gens vont dire c'est pas une bonne idée, mais finalement, est-ce qu'on préfère qu'il y ait des piqueries à ciel ouvert? Alors, on préfère que ça soit moins dangereux parce qu'il y a des services de garde qui sont pas loin aussi. Il y a des écoles, donc il faut penser à ça. Mais le financement, c'est une très bonne chose. Sécurité. Parce que nous sommes des adolescents, on n'est pas seulement que des adolescents, on a aussi des petits frères, des petits sœurs, mais on a besoin aussi de sécurité pour que le brigadier dans les parcs. Est-ce que vous envisagez des sécurités dans les parcs Alors, en fait, au niveau de la sécurité, effectivement, c'est quelque chose d'important pour nous au niveau de l'arrondissement. On en a parlé, mais sans parler directement, parce que quand on parle de soutenir nos organismes du milieu, bien entendu, il y a tout le travail qui peut se faire. On en parle au niveau de la prévention, entre autres avec les jeunes, et s'assurer d'avoir un cadre de vie sécuritaire. Mais au-delà de ça, c'est sûr qu'il y a un travail qui se fait, que ce soit avec le service de police ou avec, entre autres, des travailleurs de rue qui sont là justement pour pouvoir apaiser certaines situations qui peuvent avoir lieu dans l'arrondissement. Et tous les intervenants qui sont ici dans la salle contribuent aussi à tout ça. Alors, c'est sûr que c'est un travail vraiment de communauté qu'on fait qu'on travaille ensemble, finalement, pour faire en sorte que la sécurité soit plus grande à Montréal. Surtout quand un milieu se mobilise et quand les gens travaillent ensemble et occupent le territoire, mais par la force des choses, la sécurité devient beaucoup plus grande dans le territoire. Aussi, je tiens à mentionner que nous avons l'arrondissement de la table paix et sécurité urbaine que la mairesse, en l'occurrence c'est moi depuis que je suis arrivée, qui a mis en place, où justement on veut participer pour le district côté de Clermont. Et en même temps, j'en profite pour féliciter d'être venu en si grand nombre ce soir, parce qu'on est même jeudi soir, vous avez fait autre chose. Je nous avais décidé de prendre part au débat démocratique, et puis je me vois à travers vous, parce que du seuil de 22 ans, il n'y a pas si longtemps, j'étais à l'ISCAL, à la maison du jeune gouvernement. Donc je suis dans la mode, je connais sensiblement votre qualité. Et puis pour répondre à la question de Sadia concernant la sécurité, je trouve que c'est une excellente question, mais malheureusement, la personne qui est en charge de la sécurité à Montréal-Nord, si je m'abuse, est, selon le site officiel de la ville de Montréal, Mme Chantal Rossi. Pour des raisons qui lui sont personnelles, je ne suis pas là ce soir, mais on parle de la table de concertation paix et sécurité urbaine de l'arrondissement. Donc pour une femme qui est là depuis 2009, qui se doit d'être là pour pouvoir répondre à la question, elle n'est pas là, donc je vais le faire du mieux que je peux. La sécurité, c'est un problème dans tous les quartiers, parce qu'il y a toujours des criminels partout de ce combat. Mais afin de résoudre ces problèmes-là, c'est en encadrant la jeunesse, en offrant des activités sportives et puis en offrant un encadrement surtout au niveau éducatif. Donc je pense que pour avoir une sécurité plus formelle et pour avoir une meilleure approche, il faudrait qu'il y ait des liens plus forts entre les organismes communautaires, les membres de SPVS, c'est-à-dire les agents de la paix, et les concitoyens. Parce que certaines fois, les jeunes de Montréal-Nord n'ont pas une bonne perception de la police, et puis certaines fois, la police va vers certains jeunes issus des minorités ethniques ou visées. Donc je pense que si on arrive à faire un parallèle, c'est-à-dire si on arrive à faire un pont entre tous ces secteurs, je pense que déjà là, on va avoir un climat plus sécuritaire. Et puis tantôt, j'entendais la mairesse sortante parler de travailleurs de rue. Malheureusement, il y a plusieurs postes de travailleurs de rue qui ont été abolis à Montréal-Nord. Donc je pense que cela va créer un problème au niveau de la hausse de la délinquance. Ça, c'est quelque chose sur laquelle on doit se pencher de plus rapidement. C'est les professionnels, excusez-moi, la
La ligne rose, c'est pas moi qui le dis, c'est les professionnels du métier, les gens qui sont là à Montréal depuis une quarantaine d'années, savent très pertinemment que c'est un projet irréalisable si on prend en considération les autres paliers. Ceci dit, c'est quoi l'alternative? L'alternative, nous, on parle d'un service. Un service évidemment rapide, de bus, et puis qui donne le même résultat efficace, c'est-à-dire de point A à point B, 20 minutes d'aller d'ici jusqu'au métro P9, ça donne le même résultat, ceci dit, il est plus efficient, moins coûteux, et réalisable dans les 4 prochaines années, 5 prochaines années. Ça, on parle d'un projet qu'on peut réaliser, avoir les mêmes résultats, donner le même service, mais avec quelque chose qui est réalisable, avec vraiment du budget qu'on peut aller chercher, et non pas 6 milliards que, à mon avis, c'est pas. Salut tout le monde. Lui qui dort là-bas, en prof, je te révélerai après l'école, là, je sais pas qu'est-ce que tu fais. Je suis avec toi? Oui. Ok, c'est bon. Ça ouvre une bonne parenthèse. Il y a 103 candidats de chaque équipe. Si tu demandes aux 103 candidats de Projet Montréal, on va dire que oui, la ligne rose, c'est réalisable. Si vous demandez aux 103 candidats de l'équipe de Macadam, ils vont dire quoi? Non. Non. Ça, c'est la politique que je ne veux pas rentrer trop dedans. On va dire oui, non, c'est yes. Mais ta question est pertinente pour la suivante. Vous avez parlé de comment le financer. Et la province, le fédéral, c'est eux qui vont le financer. Quand tu achètes quelque chose, tu payes quoi? TPS et TVQ? Tu as une taxe provinciale. Montréal génère la majorité des taxes provinciales à Québec. Donc c'est ton argent. L'argent va à Québec. Si elle revient, mais c'est l'argent montréalais. Si Montréal annexerait un pourcentage de taxes provinciales ou si on ne paierait pas de taxes provinciales, puis ça laisse ici, on pourrait se financer ça. Donc, juste parce que la province vous donne de l'argent, ça ne veut pas que ça vient de Québec. C'est Montréal qui gère cet argent-là. C'est Montréal qui le crée. Donc, la ligne rose, oui, on peut la créer. L'extension de la ligne bleue, c'est pas que Montréal. Nous, on est d'accord avec la ligne bleue. Mais c'est la province qui paye, mais c'est Montréal qui donne l'argent à la province. Donc, prendre ça en considération, quand c'est le fédéral, le provincial, c'est vous. Moi, je voudrais, sinon, là où j'annexerais un pourcentage de taxes provinciales. Moi, je la laisserai ici à Montréal-Nord et tous les projets qu'on voudrait faire à l'île. Bonsoir. Je suis Samuel et je fais partie de l'escouade graduative de l'école secondaire Afrique-Ouassa. Tantôt, vous avez parlé de logement. J'aimerais savoir comment comptez-vous faire pour avoir plus de logements et des logements sociaux. Merci beaucoup. Donc, Samuel, tu as posé une excellente question. Et à propos des logements, moi, Projet Montréal, justement, si vous prenez les bilans qu'on a ici sur la table, on a donc, la première priorité, c'est habitation abordable. Acheter des terrains pour construire plus de logements abordables, assurer un meilleur entretien des logements grâce à des inspections plus régulières. Malheureusement, on sait qu'il y a plusieurs bâtiments, des logements qui sont délabrés ou dans un piteux état. Nous, à Projet Montréal, dans tous les nouveaux développements, qu'est-ce qu'on compte faire? C'est que 20% des logements qui vont être construits soient justement destinés aux familles. Et puis, à très grande problématique, sur toute l'île de Montréal, éventuellement, s'il y a un développement immobilier au niveau des condos, à Montréal, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est qu'on va avoir une chambre. Mais on sait qu'il y a plusieurs familles qui ont besoin justement de plus d'une chambre. Donc ça rentre dans notre priorité à Projet Montréal. Et au niveau des logements insalubres, il était concevable qu'en 2017, ici même à Montréal-Nord ou ailleurs à Montréal, que des familles vivent avec des coquerelles, des punaises, peu importe comment on les appelle, n'importe quoi que c'est vraiment quelque chose qui me blesse, parce que pour avoir vécu à Montréal-Nord, et pour connaître justement personnellement des personnes qui ont vécu dans des conditions un peu insalubres, c'est de voir que les propriétaires ont leur part de responsabilité d'un côté, mais de l'autre côté, la ville, en tant que garant des droits fondamentaux des concitoyens, nous devons
qu'on est élu, d'aller à la source du problème en sanctionnant les propriétaires de justement ces immeubles qui sont abandonnés, que ce soit au niveau des logements ou des commerces. Je pense qu'on devrait mettre l'emphase là-dessus parce que c'est une priorité pour moi en général. Alors, en fait, je dirais avec. C'est sûr qu'il faut y aller avec ce qui est déjà bâti, qu'il faut arranger à s'occuper, qu'il faut s'occuper, mais aussi ce qui va arriver, ce qu'on va construire. Et sachez qu'à Montréal-Nord, le terrain, il y a des terrains libres, il n'en reste pas énormément. Donc, les nouveaux projets, il n'y en a pas des tonnes qui vont arriver comme dans d'autres secteurs. Mais pour ce qui est déjà bâti, l'arrondissement a un rôle et la ville également pour justement pouvoir aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qu'on a déjà démontré dans les derniers mois, entre autres par l'arrivée d'inspecteurs de brigades. En fait, c'est vraiment des grosses équipes qui arrivent et qui inspectent complètement un bâtiment complet. Et avec cette entente-là qu'on a eue avec la Ville-Centre, ça nous permet dans le fond d'aller aider plus de 500 familles. Alors ça fait en sorte que justement, on a amorcé ça et je vous parlais un peu plus tôt qu'on souhaitait mettre en place un rendez-vous habitation. Donc l'habitation est une priorité pour nous. Et vous le voyez ici dans notre dépliant, en fait, c'est améliorer les conditions de vie de tous nos citoyens en assumant le leadership dans les enjeux d'habitation. Parce que dans ces enjeux-là, il y a une partie qui appartient à l'arrondissement, effectivement, mais il y a beaucoup de monde là-dedans. Il y a des organisations paramunicipales, il y en a d'autres que c'est gouvernemental, il y a du privé, il y a beaucoup de gens. Alors, en s'assoyant, en ayant un rôle justement de leader dans ce dossier-là, ça va nous permettre de pouvoir aller beaucoup plus loin. Parce que, vous savez, il y a des coopératives qui existent à Montréal-Nord, surtout dans le secteur nord-est, et qui arrivent, bon, il y a des aspects techniques, là, mais qui arrivent à ce qu'on appelle à des fins de convention. Et malheureusement, les bâtiments sont presque à reconstruire au complet. Alors, on a des enjeux importants qui sont reliés à ça et justement, on doit travailler en ce sens-là. Dans l'autre sens, pour tout ce qui est de nouveaux bâtiments, la Ville de Montréal est maintenant un statut de métropole à Québec, ce qui fait en sorte que maintenant, il y a un réflexe Montréal et qu'on doit, on a justement des outils supplémentaires pour aller plus loin. Avec des jeunes qui sont très marginalisés à Montréal-Nord, c'est certain que je vais me prononcer en leur nom. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas s'afficher à cause probablement de leur marginalité. Et la question, ou sinon ce que j'aimerais vous faire savoir à tous les candidats qui sont là, c'est plus par rapport à un engagement suite à votre élection, probablement. Comme vous savez très bien qu'il y a une commission sur le racisme systémique qui devrait se mettre en branle. Et malheureusement, nous constatons à regret, nous autres, les gens des communautés racisées, que le gouvernement Couillard recule de plus en plus par rapport à la mise en place de cette commission. Et notre réalité à Montréal-Nord démontre à travers certaines études qu'il y a du profilage racial qui se fait auprès de la jeunesse, surtout des jeunes les plus marginalisés. J'aimerais vous demander aux différents candidats, est-ce que vous êtes prêts à vous engager à soutenir la commission sur le racisme systémique une fois élue? Alors bonsoir, vous allez bien? Alors merci d'être ici dans le monde. Je vous présente Stéphanie Casimir. Je pensais qu'on aurait la chance, chacun autour de l'autre, d'exprimer le pourquoi de notre engagement politique. On pourra le faire tout à l'heure en privé. Je remercie Franz Jean-Jacques pour sa question. Pour ma part, je dois dire que je travaille depuis environ 15 ans auprès de clientèles quand même en difficulté, marginalisées. Et je fais aussi de la médiation culturelle et sociale avec une entreprise, c'est-à-dire que j'aide à établir des liens et des ponts entre des membres, disons, du service de l'ordre et des étudiants, des futurs intervenants. Alors, en travaillant en médiation culturelle, c'est-à-dire qu'on s'assure de faire changer les perceptions et les préjugés face aux membres issus des communautés diverses.
Alors, en établissant un lien aussi avec donc le SPBM, les étudiants techniques policières en éducation spécialisée en technique de la petite enfance aussi. Donc, pour ma part, c'est un projet avant même de penser d'être candidate que j'avais déjà en tête parce que je le fais dans le quartier Saint-Michel et je veux établir et amener ce projet-là ici à Montréal-Nord. Donc, en accueillant des étudiants des écoles à travers la province, on a aussi des aînés, donc, parce que c'est tout le monde qui est touché par cette situation-là. Donc, en établissant un genre de circuit, de programme d'immersion, ça permet justement de changer le regard, de travailler sur les préjugés. Et moi, c'est une question qui me tient vraiment à cœur. J'ai été impliquée aussi dans un organisme communautaire. On a travaillé avec la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Donc, moi, je m'engage à coup sûr à continuer ce travail-là. Je suis déjà en contact avec les membres du SPBM. Et je suis sensible à cette question et moi c'est un engagement personnel et vous pouvez être sûr que quand je dis une chose, je le fais et je suis déjà impliquée en ce sens depuis une quinzaine d'années, comme je vous dis. Alors on va établir des programmes efficaces pour s'assurer de diminuer les problèmes. Merci beaucoup pour cette question. Alors, premièrement, le sujet dont vous avez parlé, premièrement du palier progressif. Ceci dit, comment nous, comme étant des candidats qui veulent être des élus d'ici le 5 novembre, comment on peut vraiment intervenir? C'est sûr que cette idée-là vient du sort d'une commission de la sécurité publique qui est gérée par la Ville-Centre. La commission de la sécurité publique gère entre autres le service d'incendie de Montréal et le service de police de la Ville de Montréal. Comme Christine l'a bien mentionné tout à l'heure, j'ai travaillé 4 ans au service de police. Je sais c'est quoi les problèmes qu'on pourrait avoir en relation police-citoyen aussi. Je sais ce que ça veut dire le profilage racial. Je suis moi-même issu d'une minorité visée. Alors je sais pertinemment ce que c'est le travail professionnel des policiers. Je sais pertinemment ce qu'on pourrait améliorer. Et je sais, je pose la même question que M. Coder pose. Rappelez-vous d'il y a 4 ans, comment c'était Montréal, comment on parlait de Montréal, quelle était la perception des gens de Montréal. Je peux vous dire qu'il y a un travail qui a été fait, entre autres, le bureau d'intégration des nouveaux arrivants. Ce bureau d'intégration, il va vraiment permettre à des personnes qui viennent d'arriver de vraiment d'avoir des stages professionnels, de pouvoir les aider. C'est comme ça qu'on pourrait, premièrement, pour répondre à votre question, avoir moins je dirais, de criminalité, moins de problèmes de violence conjugale, beaucoup plus de problèmes. Si les personnes ont leur emploi, s'ils sont mieux intégrés, c'est sûr qu'on peut remédier à ce genre de problème. Je peux vous dire que quand on est un élu, je viens de minorité les élus, je connais ça, la sécurité publique, et je peux travailler sur la commission de la sécurité publique pour qu'on améliore ce genre de problème. C'est ça mon engagement. Je ne suis pas provincial pour donner d'autres engagements. Ça c'est l'issue de M. David Ortel, qui est le ministre de l'Immigration pour l'instant. C'est une question comme minorité visible de passer à côté. C'est franchement impossible de passer à côté de cette question parce qu'elle est vraiment pertinente et importante, je pense, pour chaque minorité visible qui est racisée. Donc, il faut absolument travailler, je vous dirais, avec les forces de l'ordre, parce que c'est très souvent ce qui arrive, même les jeunes vont vous dire qu'eux, ils sont vraiment racisés, il y a du profilage racial qui se fait au niveau des forces de l'ordre. Donc, je dirais qu'il faut continuer à faire l'éducation, même si ce sont des forces de l'ordre, mais il faut qu'il y ait un partenariat qui se fasse avec la communauté. C'est important de comprendre et à chercher le pourquoi du profilage racial. Peu importe notre statut social, on peut être riche, être pauvre et subir du profilage racial. Donc, c'est important de travailler en communauté là-dessus. Et moi, je trouve que l'éducation, il faut la faire et il faut continuer à la faire. Une équipe compétente, une équipe expérimentée, diversifiée, qui représente bien la mosaïque de notre communauté. Et en même temps, sachez que nous sommes ouverts et disponibles et à votre écoute. Alors, si vous souhaitez en apprendre davantage, on est disponible. De toute façon, vous avez nos clients. Alors, vous n'avez qu'à appeler. On pourra vous donner davantage d'informations s'il y a des sujets que vous souhaitez approfondir avec nous. Mais ce que je tiens surtout à vous dire, c'est qu'on peut profondément vous représenter et avec une grande fierté pour pouvoir contribuer ensemble et avec toute la communauté à la relance de Montréal-Nord. La relance de Montréal-Nord est bien en route et il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Et moi, je serai là avec tout le reste de mon équipe, Mme Rossi également,
Et dans le fond, toujours disponible. Il y en a plusieurs qui ont pu me voir au courant de la dernière année. Sachez que les gens qui m'accompagnent le sont tout autant. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et merci beaucoup d'être venus ce soir. Ça encourage. Donc, juste pour... Vas-y, ça, et sur télé. Le monsieur là-bas, pour vous montrer que je ne suis pas politicien, la réponse à la question c'est oui. Oui, je suis pour une commission sur le racisme systémique. Ça vous montre qu'on n'est pas des politiciens. Ça vient du fédéral. On n'est pas gêné de prendre l'argent du fédéral ou du provincial. Mais quand ça vient prendre une question forte, on zigzague. Oui, on est pour ça. J'ai une bague des advocates ici, je l'ai amenée. J'ai oublié de le dire avant, mais le sport, l'éducation, vous allez l'avoir, les jeunes. Je vous promets que les choses qu'on dit, les choses qu'on dit en cœur, les choses qu'on a ici, on vous le promet. C'est un grand contrat social, un contrat moral. Vous allez être supportés et encadrés. Et l'éducation, même si c'est provincial, ça me tient à cœur, on va l'amener au municipal. On va travailler avec les commissions scolaires et vous allez être encadrés, je vous le garantis. Moi, la seule chose que j'aimerais dire, c'est que on est tous ici issus des communautés culturelles. Moi, je suis ici au Québec depuis 42 ans. Je suis d'origine haïtienne. Alors, je pense que cette double nationalité qu'on porte en nous permet d'avoir un regard beaucoup plus large sur les réalités d'ici. On a tous ici une expérience à Montréal-Nord. J'ai grandi à Caraïbes-Valley, j'ai fait mes études à Caraïbes-Valley, je travaille ici. Et ce que chaque personne cherche dans la vie, c'est d'améliorer ses conditions de vie. Alors, notre objectif, nous, c'est vraiment de contribuer à aider les gens à améliorer leurs conditions de vie. On comprend leur réalité, on a des expériences de vie personnelles et des expériences professionnelles aussi qui vont assurer que nous allons faire un travail. Et ne regardez pas le fait qu'on n'a pas, comme l'autre côté dit, leur expérience, on a des expériences aussi. J'ai une expérience dans le communautaire, dans le domaine des communications. Alors, tout ce bagage-là va permettre qu'on puisse apporter quelque chose de beau et de positif à Montréal-Nord. Alors, on espère que vous allez nous soutenir et on vous remercie de la confiance aussi que vous allez nous accorder. Je vous remercie. Pour moi, c'est un privilège d'être ici ce soir. C'est tellement important que la jeunesse se mobilise pour la démocratie. On a la liberté de parole et ça fait partie de la démocratie. Donc, jeunesse, levez-vous. C'est vraiment important. Alors, ça ne se faisait pas dans les années passées. Donc, je trouve que c'est de plus en plus important de rencontrer les élus, de savoir ce qu'ils veulent faire pour un arrondissement. Donc, moi, comme j'ai l'expérience, je n'ai pas de machine électorale derrière moi. Donc, je dois travailler davantage plus fort, rencontrer les citoyens un à un. Et ça me fait plaisir de vous rencontrer, de parler avec vous. On peut avoir des projets pour l'arrondissement, mais c'est aux citoyens de décider de ce qui est bon pour eux. Donc, on peut travailler avec eux, donc c'est important. Alors, voilà, moi, j'ai l'expérience dans le domaine scolaire. Alors, je suis commissaire représentant du comité de parents. Déjà, je défends la cause des parents. Maintenant, je défends la cause des citoyens. Je suis aussi présidente de la Ligue navale des cadets de la Marine royale. Donc, vous voyez, la jeunesse me tient à cœur, les citoyens me tiennent à cœur. Alors, venez à ma rencontre, je suis là pour vous. Je suis indépendante, alors j'ai aucune contrainte de langage. Alors, je suis là pour les citoyens, je suis à votre service.